Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. C'est le fun de vous voir. Je m'appelle Hélène Villeneuve, je suis technicienne en information au 6D, qui est le Centre intersectoriel en santé durable. Ça fait seulement 2 mois. Et c'est moi qui s'occupe de l'événementiel, en plus de toutes nos petites choses. Monsieur professeur Cherblanc m'a contacté pour avoir une conférencière. J'ai sauté sur l'occasion. Je trouvais ça le fun aussi parce qu'on est en collaboration avec deux laboratoires de l'UQAC, le Lagobet et le LERAS. Fait que c'est ça, le Centre intersectoriel en santé durable, bien, nous autres, on est là. En fait, il y a une chaire de recherche qui est une chaire asthmatique et génétique. D'ailleurs, on a nos techniciens de laboratoire qui sont ici présentement. Fait que si vous voulez en savoir plus là, c'est gilet bleu et gilet noir. Elles vont pouvoir vous donner plus d'informations que moi. Fait que, bienvenue. Je vais donner la parole à professeur Charblanc qui va pouvoir vous introduire notre conférencière du jour. Bonne rencontre. C'est bien, ça fait sérieux avec un micro comme ça. Merci Hélène. Donc, je remercie le 6D d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est une invitation qui a été lancée par le laboratoire dont je suis responsable, le laboratoire en anthropologie rituelle et symbolique. Et puis le Lagoped, qui est un autre laboratoire avec un nom aussi long que le mien, mais dont je ne me rappelle pas la signification. Le directeur, c'est Étienne. Et ensemble, on organise quelques événements en lien avec la venue. On est très chanceux de recevoir Delphine Moreau-Plachy qui est ici pour un mois, qui réalise sa thèse dans deux universités françaises, donc dans deux programmes différents. Un à l'université de Lyon et l'autre à l'université de Paris. Maintenant, je pense qu'on dit université de Paris ou Sorbonne Nouvelle. Ok. Donc, qui travaille sur des questions liées au deuil. Donc, c'est pour ça que je la connais. Dans le fond, on a des intérêts communs de recherche. Et aujourd'hui, je vais la laisser se présenter plus précisément, mais aujourd'hui, elle voulait, dans le fond, nous parler d'une partie de ses analyses et de ces matériaux collectés qui portent donc sur les femmes endeuillées par un décès périnatal. Donc, et en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour les personnes qui sont concernées par le sujet ou qui sont concernées par la méthode aussi. Donc, sans plus attendre, Delphine, merci beaucoup. Je crois que déjà, vous m'entendez bien? Super, merci beaucoup Jacques. Déjà, merci du coup à Lucac de me recevoir au bureau des 6, au laboratoire, évidemment, à Jacques Cherblanc. Et donc, effectivement, donc, je m'appelle Delphine Moreau-Plachier. Comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je viens de France, un pur produit français. Et je suis ravie de pouvoir vous présenter donc, une partie de ma thèse qui concerne en général la publicisation du deuil sur les réseaux sociaux numériques et qui là va se concentrer plus principalement sur l'expression du deuil périnatal et sur Instagram. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de mères qui malheureusement perdent un enfant en bas âge et qui se revendiquent comme maman. Donc on va voir un peu toutes les problématiques qu'apporte ce terrain, en quoi il est particulier dans la thèse et en quoi justement il est intéressant de l'investir avec des pistes de réflexion pluridisciplinaires ensuite. Donc, ouais, je vais y aller à la main. C'est pas grave. Voilà. Donc en fait, ma thèse, elle s'intitule très sobrement pour l'instant l'expression du deuil sur les réseaux sociaux numériques, transformation et pluralisme normatif des pratiques et des formes de publicisation du deuil au prisme du numérique. Je vais changer le titre, j'y travaille. Et donc, en fait, l'objectif de cette thèse, c'est de montrer qu'il y a des transformations normatives qui s'opèrent autour du deuil, que ce soit en ligne ou hors ligne, et que justement, on peut le voir au travers de la pratique de publier le deuil sur son propre profil numérique. Et donc, du coup, le cadre d'observation que je prends, c'est vraiment la reconnaissance intersubjective. En gros, le deuil, il est moins traditionnel qu'à l'époque. Il y a moins de normes collectives qui l'encadrent. Et donc, on entre sur des pratiques plus subjectives. Si je me sens en deuil de quelqu'un, je vais le publier sur mon profil Facebook. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes. Et justement, il y a une reconnaissance intersubjective qui se fait. C'est-à-dire que si je publie sur mon profil Facebook, eh ben, faut que la personne en face se dise, OK, elle est légitime, authentique, et c'est authentique pour elle de publier sur son profil Facebook. Et c'est là qu'on rentre dans une intersubjectivité, une reconnaissance intersubjective.
Et donc, c'est une thèse inscrite en sociologie et en sciences de l'information et de la communication qui a débuté en 2022. Je vais quand même essayer de... Voilà. Donc, au niveau de la méthodologie, je vais tout vous faire d'un coup. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, en fait, comment attaquer ce terrain entre guillemets? Donc, en fait, la méthodologie, elle a été réalisée depuis octobre 2022 jusqu'à avril 2024. Et donc, elle a commencé par ce qu'on appelle une ethnographie du web, donc une observation presque ethnographique avec justement la visite des profils, la recherche, l'extraction de données et notamment de certaines variables comme le genre de celui qui publie, son nombre d'amis, sa tranche d'âge et toutes les publications qu'il a pu faire par rapport à une personne décédée. Et donc, à partir de ça, en fait, il y a une collecte manuelle extraite en ligne. Manuelle, pourquoi? Parce que au début, j'ai pensé à automatiser. Et en fait, le fait d'automatiser et d'avoir un grand corpus fait qu'il n'est pas très précis. Je tombe sur des publications qui n'ont pas forcément à voir avec le deuil d'une personne humaine. Je travaille sur les humains, évidemment. Et donc, j'ai extrait à la main 1022 publications en rentrant toutes les variables de genre, d'âge, de relation aux morts, sur quelle plateforme ça a été fait. Et toutes ces publications et ce discours qui a été analysé a été complété ensuite par 82 entretiens qualitatifs, donc 57 avec des personnes qui ont publié le deuil, que j'appelle ici des deuilleurs, et 25 non-deuilleurs, donc des personnes qui soit sont en deuil et qui n'ont pas voulu publier sur les réseaux sociaux pour comprendre aussi les mécaniques, soit des personnes qui ont vu ce genre de publication et qui ont choisi d'y répondre ou non et de telle manière, pour comprendre aussi comment on répond justement à ce genre de publication. Je le précise, mais le terrain du coup a été fait dans la mesure du possible, en fait, avec des publications qui viennent de France, issues de personnes de culture française, pour essayer d'éviter des biais culturels. Et donc, à partir de tout ce gros terrain qui a pris quand même pas mal de temps à être constitué, en quoi le deuil périnatal est particulier? En fait, quand j'ai regardé vraiment toutes ces publications et quand j'ai fait une analyse de discours qui a été faite à la main et qui a été utilisée aussi par un logiciel Iramutech, dont on pourra discuter peut-être à la fin de la conférence, on voit que le deuil périnatal et le deuil des bébés, c'est vraiment quelque chose qui est archi particulier sur le terrain. Il se différencie vraiment au niveau discursif, au niveau de la présentation, au niveau de même la plateforme d'émission, des deuils qu'on peut écrire pour des grands-parents, pour des pères, pour des mères ou pour des collègues de travail. Et donc, du coup, on va voir en fait 3 points qui font que ce deuil-là, il est assez particulier et que justement, il devient vraiment intéressant à investir. Donc déjà, il y a une énonciation discursive qui est différenciée. On voit vraiment que le discours, il est vraiment singulier et il est particulier au deuil périnatal. Ensuite, c'est le seul type de deuil qui forme une communauté numérique. Quand on va publier le deuil, par exemple, si je perds mon grand-père, je vais publier au revoir papy, etc. Mais je ne vais pas en fait créer de lien avec une personne ou avec une communauté de personnes qui auraient perdu son grand-père ou sa grand-mère. Or, on constate que le deuil périnatal est tellement particulier qu'il y a une communauté de mères en deuil qui se forment et qui deviennent vraiment amies et qui perpétuent en fait des liens forts entre elles au-delà du numérique. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Et ensuite, quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a vraiment des trajectoires communes. Il y a vraiment en fait plein d'étapes du deuil ou de l'apprentissage d'une identité assez personnelle, vraiment des trajectoires qui se ressemblent pour chacune de ces mères qui vont passer par les mêmes étapes. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, pour que vous voyez à peu près de quoi on parle, je vous ai mis un exemple de publication de deuil périnatal, en sachant que cette publication, elle est anonymisée et elle a été transformée pour respecter justement ce qu'on appelle la RGPD, donc les règlements de protection des données. En France, je ne sais pas si c'est actif au Canada, mais je pense que vous êtes plus en avance que nous là-dessus, donc ça doit l'être. Et donc, le message n'est pas comme tel. Il a été légèrement modifié, mais pour garder quand même le sens, la forme et les configurations de phrases. Alors,
journée de sensibilisation au deuil périnatal. J'ai mis au monde, prénom de l'enfant, telle date, mais elle n'a eu que 3 jours de vie. Ce traumatisme est un véritable parcours du combattant où il faut trouver la force de continuer. On doute, on pleure, on crie, on se pose 1000 questions en se demandant pourquoi cela ça nous arrive. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Il y a des moments difficiles et puis un jour, on se dit qu'on ne peut pas se laisser sombrer, qu'il faut honorer sa mémoire. J'ai donc pris la plume pour raconter son histoire, celle de ma petite étoile, qui m'a aidé à avancer et à me relever. Elle m'a transmis l'énergie et la force nécessaires pour continuer, pour retrouver le sourire que j'avais perdu depuis sa disparition. 8 mois plus tard, la vie m'a apporté un nouveau souffle. J'attendais un bébé arc-en-ciel. Donc bébé arc-en-ciel, c'est un mot particulier pour désigner l'enfant d'après, après celui qui est décédé. Ces 9 mois ont été marqués par la peur et l'anxiété, mais j'ai trouvé une certaine sérénité. Le telle date, prénom du deuxième enfant, est arrivé. Le bonheur était indescriptible. Je suis, prénom de la deuilleuse, maman de, prénom du premier enfant, et maman de, prénom du deuxième enfant. Je suis fière de notre cheminement et de me battre chaque jour pour mes filles. Hashtag sensibilisation, hashtag deuil périnatal, hashtag date, journée du deuil périnatal. Donc cette photo-là, cette publication-là, pardon, elle est accompagnée d'une photo de son bébé décédé lorsque le bébé était vivant. Parce que publier des photos de bébés décédés, c'est une vraie pratique aussi parmi les mamans sur Instagram. Alors en quoi cette publication-là, elle est éclairante? En fait, si toutes les publications des mamans n'ont pas forcément ce format-là, même s'ils sont plutôt longs et même s'ils racontent vraiment quelque chose de l'ordre de la résilience, celui-là, il est quand même assez éclairant parce qu'on va retrouver donc ce que je vous ai mis en rose, toutes les dimensions en fait qui sont assez importantes et qui se retrouvent particulièrement au sein du discours. Donc il y a vraiment cette notion de parcours, de continuer, de résilience, de trajectoire justement vers une identité de mamange. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'honorer la mémoire de l'enfant et d'autant plus lorsque c'est un enfant qui n'a pas vécu. Donc comment faire mémoire et comment tracer, faire matérialité d'un bébé, d'un enfant qui n'a pas forcément eu même de matérialité. Raconter son histoire, transmettre l'énergie, donc toujours dans l'idée de la résilience, mais il y a aussi l'idée du bébé arc-en-ciel et de l'étoile. En fait, on va retrouver tout un vocabulaire, donc plein de néologismes, qui va vraiment être propre à cette communauté. Donc le bébé arc-en-ciel, comme je vous ai dit, c'est le deuxième enfant. Pourquoi il s'appelle arc-en-ciel? Parce qu'il fait le lien entre le ciel et la terre, entre le bébé d'avant qui est parti aussi entre guillemets, et la mère justement qui est toujours sur terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le corpus. Et ensuite, maman de l'enfant décédé et maman de l'enfant en vie. Et ça aussi, ça va nous poser des questions sur le statut. Quel statut, en fait, pour la mère qui n'a pas d'enfant? Comment être mère et comment se raconter comme parent quand il y a une absence d'enfant? Et comment être socialement reconnu par ça aussi? Donc là aussi, ça va nous poser des petites problématiques dont on va discuter et justement qu'on pourra, qu'elle, en fait, politise elle-même. Alors, première particularité du discours qui montre qu'on est vraiment sur des discours différenciés, c'est la relation aux défunts. En gros, là, ce que vous avez ici, c'est vraiment toutes les variables de relation aux défunts, donc pour quel défunt on publie, parmi les 1022 publications du corpus. Et donc, on va voir que, je me rapproche un peu, que lorsqu'il s'agit de publier pour un enfant, en fait, on est vraiment très très loin des autres types de deuil. Et donc, c'est vraiment un deuil qui est particulier, en tout cas dans l'énonciation au discours. Tandis que tout ce qui concerne nièce, beau-frère vont se retrouver très très proches. Professeurs et collègues, évidemment, ça c'est sur les plateformes LinkedIn, vont se retrouver de façon assez proche et on va utiliser à peu près les mêmes termes. Tout ce qui est cousin, ami, oncle aussi vont se retrouver plutôt au centre, donc rien de particulièrement significatif, tandis que enfant est vraiment très très éloigné. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment en fait quelque chose de l'ordre d'un discours particulier et hautement en fait significatif, différent comparé aux autres plateformes. Et ensuite, l'âge du ou de la défunte. Donc là aussi, c'est assez intéressant à observer. Donc la variable A1, c'est pour les morts périnatales. La variable 1 bis, c'est pour les enfants entre 2 et 10 ans. Et donc là, en fait, on voit qu'à partir de 11 ans,
l'âge des défunts, en fait, ça va très très peu changer le discours, ça n'aura pas quelque chose de très significatif. Tandis que pour le deuil périnatal, donc âge du défunt numéro 1, variable numéro 1, on voit que vraiment c'est complètement différent et que le discours est vraiment hyper significatif et hyper particulier. Donc ça aussi, ça donne des indicateurs sur à quel point ce terrain-là est particulier dans l'ensemble de la publication de deuil sur les réseaux sociaux numériques. Et donc là, justement, c'est les termes qu'on va trouver. Donc le deuil périnatal, il est dans la classe qui est en rouge. Donc on voit vraiment le hashtag deuil périnatal, hashtag mamange, hashtag papange, hashtag mort in utero, hashtag beau bébé, bébé au ciel, donc qui fait référence aussi au bébé arc-en-ciel. Et donc on voit en fait que ce type de discours, il est tellement spécifique qu'il va donner une classification de discours à lui tout seul par la machine, par le logiciel. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on voit justement dans les formes qui sont utilisées qu'il y a vraiment un langage approprié qui est hyper particulier. Mamange, c'est vraiment un néologisme qu'on va retrouver nulle part ailleurs. C'est un mot en fait qu'on va même pas forcément connaître tant qu'on n'est pas concerné en fait par la question. Et le hashtag deuil périnatal aussi, ça va poser des questions aussi de visibilité par l'algorithme, par le hashtag. En fait, on a très peu au final de hashtag RIP, on a très peu de hashtag deuil, mais en fait, la volonté justement de faire un hashtag et de mettre en visibilité le deuil périnatal, ça va montrer aussi des préoccupations qui sont politiques et identitaires. Des questions en fait de reconnaissance du statut de mamange. Et donc, du coup, à quoi ça sert justement d'avoir cette forme de langage qui est quand même assez particulier? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que par la création de néologismes, on va pouvoir faire communauté. C'est-à-dire que si je me présente comme maman sur les réseaux sociaux, que je le mets dans ma bio ou que je le mets par hashtag, etc., j'aurai ce sera plus facile de me trouver. Ce sera plus facile de rentrer en contact avec moi parce que je vais me présenter comme mamange. Donc si vous aussi vous êtes une mamange, ça veut dire qu'on a toutes les deux perdu un enfant en bas âge. Et donc dans ce cas, on va pouvoir rentrer en communication et donc faire une forme de communauté. Mais d'autant plus que ça, il y a une forme aussi de reconnaissance et de partage de savoir expert. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est que constituer des néologismes comme ça, par bébé arc-en-ciel, par poudre d'étoiles, par parange, mamange. Et ben justement, ça va permettre en fait de mettre en mots des choses qui n'existent pas en fait dans le tout venant parce qu'il y a une vraie lacune en fait de termes. Comment on appelle des parents qui n'ont pas d'enfants? Comment on appelle un enfant qui est décédé? Comment on appelle le deuxième enfant? Il y a vraiment en fait des lacunes qui vont être surinvesties par ces néologismes. Et donc ça va créer un discours de savoir. Donc il y a une vraie production de savoir par rapport à l'expérience de deuil périnatal et comment justement on va réincarner une identité de parents sans enfants au travers de ces termes, de ces discours. Et donc ça, justement, ça va permettre une reconnaissance intercommunautaire, donc entre plusieurs communautés de mamanges, mais aussi statutaire. En fait, je ne suis pas maman parce que mon enfant n'est plus là, mais je ne suis pas non plus pas parent parce que j'ai eu ce projet parental. J'ai cette biographie de moi, cette identité que je ressens, que je vis et que je veux faire reconnaître. Et donc, comment incarner tout ça en utilisant justement le mot de mamange, donc maman d'un ange, pour la contraction. Ce qui est aussi remarquable, c'est que toutes les mamanges, en fait toutes les mères en deuil plutôt, ne se revendiquent pas comme mamanges et le terme de mamange fait polémique. En fait, il est très décrié dans les communautés hors ligne parce que en fait, ce serait un euphémisme par rapport à la mort en fait d'un bébé. Le mettre comme un petit ange, en fait, ça enlèverait justement toute une partie de l'affliction du deuil. Ce qui est remarquable en fait sur le numérique, c'est que ce terme, il est très très investi pour justement cette reconnaissance entre mamanges. J'ai quelques enquêtés qui sont contre ce terme-là, mais qui l'utilisent quand même dans la bio pour pouvoir trouver d'autres mères qui sont aussi en deuil. Donc ça devient un véritable élément de reconnaissance. Et en fait, ces termes circonscrits, oui, comme je disais, ils permettent aussi de faire communauté. En utilisant les mêmes mots, en utilisant les mêmes productions de savoir et en faisant circuler justement des mots qui font sens et qui deviennent des signes, eh ben, on renforce justement ce lien communautaire.
Et donc, en fait, là-dedans, il y a quand même un bouleversement qui est identitaire et justement une réaffirmation par ces mots. Donc, Ricoeur dit la perte d'un enfant est un bouleversement qui confronte le parent endeuillé à un flou identitaire. Si l'enfant est décédé, la désignation identitaire parent ne va plus de soi et encore lorsque l'enfant n'a pas pu vivre et plus encore pardon lorsque l'enfant n'a pas pu vivre ou a peu vécu. Le bouleversement créé par le deuil de l'enfant suscite un travail biographique nécessaire au réajustement socio-discursif. C'est par des procédés discursifs que le père ou la mère d'un enfant mort-né ou défunt peut parvenir à restaurer son identité sociale de parent. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire que le fait de renforcer justement une identité par la production d'un mot comme mamange et par la production de discours où on raconte sa trajectoire justement de mère en deuil de son enfant, ça va justement permettre ce travail biographique. Ça va permettre justement de faire reconnaître une identité particulière et de pouvoir justement pallier justement ce truc où justement il n'y a pas de terme pour se désigner, il n'y a pas de terme pour raconter et en plus, il y a un stigmate social très très fort sur la mère qui vient de perdre un enfant. Et donc, justement, ça montre que s'affirmer en tant que maman, faire communauté, parler de son enfant et utiliser aussi beaucoup de hashtags, ça va justement faire un levier en fait vers une identité qui est floue, en permettant de la recréer. Et donc en ça, quoi de mieux que les réseaux sociaux qui sont justement la scène d'exposition de soi et de reconnaissance de ses subjectivités. L'autre L'autre aspect vraiment, vraiment particulier de ce terrain, c'est que encore une fois, on fait communauté. Ce que je vous ai dit n'est pas le cas avec les autres types de deuil. Et donc ça, en fait, en quoi ça se voit sur le terrain? Ça se voit déjà par la méthode de recrutement. En fait, quand j'ai extrait toutes les publications, j'ai envoyé des messages à chacun, chacune, enfin pas les 1000, mais à beaucoup de deuilleurs pour demander un entretien. En fait, quand je me suis attaquée au terrain du deuil périnatal, sans vraiment le vouloir, ça a été vraiment un effet boule de neige, ça a été complètement différent. En fait, j'ai trouvé un homme sur Facebook qui parlait du décès de son bébé, donc qui a eu une mort inopinée du nourrisson. Donc je l'ai contacté sur Facebook et il m'a dit oui, je veux bien faire un entretien, mais j'aimerais bien le faire avec ma femme en couple. Donc je me suis dit bah oui, complètement, etc. On peut faire ça comme ça. Donc l'homme c'est numéro 1, femme c'est numéro 2. Et sa femme, c'est le numéro 2. Et en fait, après l'entretien, la femme a dit, ben moi, en fait, j'ai plein de copines qui sont mamanges, etc. On se parle de ouf sur Instagram, etc. Si tu veux, je publie ta demande en story. Et je me suis dit, bah ouais, allez, carrément, etc. Et donc, du coup, elle a publié. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à l'enquêté numéro 16 et l'enquêté numéro 3. Donc, vous pouvez le voir déjà sur le réseau, mais l'enquêté numéro 3, c'est une influenceuse des mamanges. Elle a vraiment plein d'abonnés, elle produit, c'est une vraie influenceuse et en fait, elle fait un vrai, vrai, vrai travail émotionnel, de clics, de partage, de production des savoirs. C'est assez dingue. Et donc, j'ai pu enquêter donc, l'enquêté numéro 16, qui est l'enquêté numéro 3. Et en fait, c'est à partir de l'enquêté numéro 3, qui a repartagé aussi dans sa story, que là, j'ai été vraiment, c'est fou pour une sociologue même, mais j'ai été sursollicitée avec des demandes d'entretien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre où les mères en deuil ont envie de parler parce qu'il n'y a vraiment aucun terrain, en fait, il n'y a aucune sphère pour libérer la parole. Donc elles ont vraiment, 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 elles m'ont vraiment sollicité, elles m'ont demandé plusieurs entretiens et en fait, j'ai pu faire un lien entre elles avec toutes les personnes qui se suivent. Donc là, sur cette analyse de réseau, c'est vraiment quel compte suit quel compte. Donc on voit que le compte numéro 3 est central parce que c'est celui qui est le plus populaire, le plus influent, mais le numéro 5 aussi est une mamange assez influente. Mais vu qu'elle n'a pas repartagé ma story, évidemment, il y a moins de liens qui sont faits avec elle, même si on voit que les comptes se suivent entre eux. Ce que j'ai entouré en rose rouge, c'est les demandes en fait, auxquelles que j'ai dû refuser au bout d'un moment. En fait, à la fin, j'ai fait 15 entretiens, sur un mois, auprès de mères en deuil et l'émotion du chercheur est important, à mettre, à prendre en considération et je vous avoue que c'était trop dur et donc j'ai vraiment dû couper et prendre un peu de recul, sur le terrain et donc j'ai pas pu répondre favorablement à ces 5 demandes d'entretien-là. Peut-être que ça se fera plus tard, mais je pense que c'est aussi important de dire que c'est des sujets très sensibles, c'est des sujets très douloureux qui peuvent faire écho ou non et que c'est important aussi de protéger son intégrité.
quitte à faire une recherche un peu moins d'ampleur. Alors, là, justement, on a quelques extraits d'entretien qui montrent 4 points, qui montrent déjà une généralisation par la normalisation, qui fait qu'elles vont publier, justement. En fait, ce qui va être dit, c'est si les autres ressentent la même chose, eh ben, c'est que ce que je ressens, c'est normal. Donc là, je cite Gaël Clavandier dans son ouvrage de 2009. En fait, c'est cette volonté justement de comprendre l'incompréhensible par la mort, elle passe aussi par le fait de se dire, en fait, si c'est général, partagé par tous, et ben dans ce cas, je suis dans la norme, je suis dans le normal. Et donc il y a vraiment une volonté comme ça aussi quand les mères expriment le deuil sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de l'ordre qui est communautaire, certes, on en a parlé, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la transmédiatique, c'est-à-dire on passe d'un média à un autre. En fait, ça commence sur Instagram, donc le réseau privilégié pour le deuil périnatal, mais les mères, en fait, après, elles vont parler par la messagerie et après, elles vont créer des liens ailleurs sur une autre messagerie, souvent WhatsApp ou même Snapchat, etc. Voire même certaines vont aller jusqu'à s'envoyer des lettres. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que ces communautés-là, elles ne sont pas circonscrites à une seule plateforme médiatique. Elles vont vraiment, justement, aller plus loin et créer des liens forts. Et ça, c'est quand même assez inédit. En sachant que ces mères ne se connaissent pas d'avant, hein. Elles sont vraiment dispatchées partout en France. C'est que des liens numériques à la base. Reconnaissance et identification, oui, dans le sens où, justement, par la dénomination mamange, par les publications, par les photos, par les commentaires, etc., en fait, il y a une reconnaissance entre elles et une identification aussi des mères en deuil. Donc, par exemple, je vais peut-être pas tous les lire, je ne sais pas si... Non, ça va, j'ai le temps en fait. Bah, il y a des posts qui parlent du décès de leur bébé. Moi, je mets que moi aussi, ça m'est arrivé que mon petit pleure. Et comme ça, je le vois plus comme un soutien dans le sens où, en fait, on n'est pas seul, on est ensemble. Donc là, on a vraiment l'idée de la normalisation, de la généralité et de cette recherche, justement, cette quête de vouloir voir que c'est normal. Au passage, on remarque aussi que toutes ces mamans ont un accompagnement ou ont eu ou se sont vues proposer un accompagnement psychologique. En fait, quand on perd un enfant à l'hôpital, on est obligé d'aller avoir au moins un rendez-vous psy à l'hôpital. Mais en fait, la plupart de ces mamans, à part 2 parmi la quinzaine d'entretiens que j'ai faits, considèrent que elles ont besoin en fait d'autres mamans. Elles ont besoin de d'autres mamans qui ont perdu un enfant parce que l'accompagnement psy n'est pas suffisant. Parce que certes, le psy a le discours expert et la connaissance, mais il n'y a pas ce parcours en fait vraiment empirique. Et donc, elle n'est pas assez légitime pour comprendre. Et donc ça aussi, c'est intéressant dans la recherche justement de communauté. On est là les unes pour les autres. Quand une n'est pas là, il y a toujours au moins quelqu'un pour répondre sur WhatsApp. Même si on ne connaît pas trop la personne, on s'entraide. Les mamans, c'est vraiment une secte. Donc là, Tiffen, 31 ans. Et donc là, en fait, elle évoque le fait qu'il y a des groupes qui se forment, mais il y a des groupes de conversation, il y a des chats, en fait, qui se forment sur WhatsApp et où quand quelqu'un n'est pas bien, que ce soit à 3 heures du matin ou midi, etc., il y a une forme de relais et d'accompagnement, de soutien pour justement appeler ou envoyer des messages à la mère, à la jeune maman, en fait, qui est encore sous le coup d'une tristesse très, très, très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces messageries-là, ces groupes-là se déclinent. En fait, il y aura le groupe des vieilles mamanges, il y aura le groupe des mamanges qui ont perdu l'enfant suite à une prééclampsie, il y a les mamanges qui ont fait une fausse couche au bout de 3 mois, au bout de 8 mois, il y a les mamanges mort-nées, etc. Et donc, en fait, il y a vraiment tous des sous-groupes qui font que plus on va avoir le même parcours que quelqu'un, plus on va devenir proche de ces personnes et créer un lien avec. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Ensuite, on s'écrit, on s'envoie des cadeaux, des lettres, on s'écrit des cartes postales. À Noël, on s'envoie des cadeaux pour nos petits anges, donc les petits anges chez les enfants décédés. Non, on s'est jamais vu en vrai, mais j'espère un jour qu'on pourra. Donc Amélia, 30 ans, c'est l'influenceuse. Donc là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de liens électifs très, 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 très forts qui se font, où il y a justement un échange de courrier, un échange de cadeaux. On remarque beaucoup, beaucoup de cadeaux qui sont envoyés justement pour l'enfant décédé et qui sont ensuite posés dans les cimetières, dans les urnes ou dans les salons. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de reconnaître
une existence, en fait, un mode d'existence assez particulier pour l'enfant qui est décédé. En fait, au travers de la matérialité, au travers des cadeaux qui sont envoyés, des lettres, des photos, des dessins de reconnaissance, etc., ça permet aux mères d'avoir une vraie reconnaissance, non pas institutionnelle, mais sociale, au sein de cette communauté de mamanges, de l'existence, en fait, particulière de cet enfant. Et j'ai mis maman sur ma bio parce que au moins on sait, les autres savent, et si on veut venir me parler pour ça, on peut. Agatha, 30 ans. Donc ça aussi, en fait, c'est une personne qui a mis maman sur sa bio pour pouvoir justement être sollicitée parce qu'elle a besoin justement de créer un lien communautaire. Ensuite, ce qu'on remarque, et ce qui est assez particulier encore une fois sur le terrain, c'est une trajectoire commune des mères en deuil. Donc en fait, ça commence vraiment par une recherche d'informations qui va mener à des ressources numériques, donc blog, podcast, réseaux sociaux, et finalement à un compte Instagram influent. Donc là, parmi l'ensemble des personnes que j'ai eues, elles sont beaucoup tombées sur le compte d'Amélia, donc la maman influenceuse, entre guillemets, comme elle s'appelle. Ensuite, pourquoi justement elles ont le temps de faire toutes ces recherches? C'est parce qu'en fait, il y a vraiment un temps. Il y a vraiment un temps. Elles ont vraiment du temps en fait. Elles sont en arrêt de travail, elles sont dans une isolation forte, elles sont en postpartum, sans enfants, ou justement elles sont en congé maternité mais sans enfants. Donc, en fait, ça crée justement du temps pour faire ça. Et souvent, le mari, donc j'ai que des couples hétérosexuels, le mari justement a repris le travail. Donc la personne en fait est seule à la maison avec un congé maternité et en plus un arrêt de travail pour perte de l'enfant. Donc c'est quand même assez long. Et en plus de ça, on voit souvent une bifurcation professionnelle qui fait qu'elles ne reprennent pas le travail et en fait elles s'arrêtent en fait assez longtemps. Ce qui fait que oui, il y a vraiment du temps pour investir, pour créer aussi ces publications et pour devenir en fait une mamange à part entière sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a ces interactions et ces prises de contact entre mamanges qui commencent d'abord par les commentaires, les messageries de compte à compte. Ensuite, la création de sous-groupes, donc elles vont être intégrées dans ces groupes WhatsApp ou Instagram ou Facebook. Et ensuite, la publication et la création d'une identité de mamange. Donc là, après, elles vont se dire, je vais publier une photo de mon enfant parce que j'en ai besoin. Et au fur et à mesure, elles vont publier de plus en plus souvent jusqu'à se forger une vraie identité de mamange avec un compte dédié de mamange. Et ensuite, donc pas pour toutes, mais pour certaines, il y a une vraie création de contenu, donc un vrai travail en fait de publication et d'influence avec la création d'un discours expert, de savoir et parfois même une reconversion dans l'accompagnement au deuil périnatal. Donc oui, en gros, là, c'est le témoignage justement de Jade qui va être qui va caractériser justement plusieurs points dont on évoquait et qui a vraiment une trajectoire assez similaire aux mamanges. Donc j'ai compris que c'est légitime, je ne suis pas la seule, on se sent très seul. Donc là, on parle vraiment du temps d'isolation, etc. On ne vit pas la même chose au même moment avec mon mari, donc aussi cette incompréhension dans la sphère intime et familiale. Et au fur et à mesure, j'ai écouté des podcasts, ça m'a aidé, recherche d'informations. J'ai fait la connaissance d'Amélia, c'est la première avec qui on a échangé sur nos expériences. Donc là, la prise de contact entre mamanges. Donc moi, j'ai vu Amélia réagir en commentaire. Je suis allée sur son compte, je me suis abonnée. Je me suis dit, ah, une pré-éclampsie comme moi. Et du coup, on s'est fait des vocaux, on s'est un peu contacté, etc. Et depuis, je la suis, on se réécrit. Et là, comme à la suite de la naissance de son 4e petit garçon, donc on voit justement qu'il y a un vrai suivi, un vrai échange, une vraie interaction long terme. Et du coup, j'avais écrit que j'étais heureuse pour elle et que ça allait, parce qu'il y a toujours ce petit truc, on ne sait pas comment on va vivre la suite. Donc aussi, il y a cette inspiration de Amélia, elle avait perdu un enfant avant, et donc du coup, elle peut se figurer ce que sera son parcours de deuil, en fait, grâce à une mamange qui a perdu son enfant plus tôt dans le temps. Et donc du coup, à travers toute cette présentation, on peut se demander pourquoi ces mères vont investir les plateformes socio-numériques et notamment Instagram. Et donc en fait, on trouve justement trois, euh, trois problématiques en fait qui hantent les mères et qui vont les pousser justement à investir les réseaux sociaux comme moyen compensatoire. Donc déjà,
le fait de faire communauté. Donc, comme on a dit, besoin de généraliser le sentiment ou de le normaliser. Ensuite, l'insuffisance de la relation thérapeutique, comme on l'a évoqué, mais aussi le besoin d'expérience et de soutien. Donc, se projeter dans l'avenir grâce à un compte de maman dédié qui va permettre justement de se dire, bon, comment en fait je vais me figurer le deuil et la perte de mon enfant plus tard. Ensuite, cette isolation et la solitude. Donc, une situation de liminarité, c'est-à-dire d'entre-deux dans certaines sphères sociales. Et même en général, comment passer justement d'une personne pas en deuil à une personne en deuil, comment justement faire mère sans avoir d'enfant. En fait, il y a vraiment une situation d'entre-deux qui caractérise en fait le deuil en général, qui fait que c'est assez compliqué justement de réinvestir, de passer d'un statut, d'une identité à une autre. Ensuite, une forme de stigmatisation qui est vraiment très ressentie, notamment dans la sphère professionnelle. Donc, une caractérisation vraiment de cette mère qui était enceinte et oh mince, tu n'as pas l'enfant, etc. Et le fait que les personnes, justement, ne savent pas comment réagir. Il y a aussi beaucoup, 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 beaucoup de pertes de liens amicaux. En fait, on a des discours très, très violents qui ressortent en entretien avec la meilleure amie qui veut pas trop la voir parce qu'en fait, elle est triste et du coup, elle a ses propres enfants et donc, du coup, elle veut pas trop carrer la tristesse et que ça impacte trop les enfants, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a les mères qui vont s'isoler aussi elles-mêmes parce que, justement, les repas de famille, il y a des enfants, il y a des bébés et elles sont pas prêtes à fréquenter des enfants, ce qui est entendable aussi. Et il y a aussi des sanctions, entre guillemets, même au sein de la famille. Un gros tabou qui est fait même au niveau des grands-parents, des frères, des sœurs, en disant oui, t'en parles tout le temps, etc. Passe à autre chose. Oui, mais l'enfant n'a pas vécu. Oui, mais vous êtes jeune, vous pourrez en faire d'autres. Oui, mais mieux vaut que ce soit lui qui meure plutôt que toi à l'accouchement. Et beaucoup, beaucoup de violences comme ça. Il y a le fait aussi que, enfin, le deuil différencié par rapport au père, que les pères, les hommes en général, n'ont pas le même rapport au deuil et à l'expression de celui-ci. Et donc, du coup, les pères eux-mêmes se disent, c'est les mères qui sont le plus impactées par le deuil, et donc ils vont se mettre en retrait du deuil. Et en plus, ils sont en retrait même physique, puisqu'ils ont repris le travail, etc. Et qu'ils ne parlent pas de ces émotions aux mères. Donc, les mères ont vraiment l'impression de traverser ce deuil seul et de façon la plus impactante possible. Il y a une isolation géographique aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de mères qui vont utiliser les réseaux sociaux parce que les groupes de parole, tout ça, c'est vraiment dans les grandes villes. C'est vraiment à Paris, c'est vraiment à Lyon, ça va être à Marseille ou alors dans les villes moyennes, mais ça va être quand même très très rare. Et il y a beaucoup beaucoup de mères en fait qui sont complètement à la campagne et qui peuvent pas avoir accès justement à des groupes de parole pour s'entraider ou même qui doivent aller voir la psy. Mais la psy, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais les rendez-vous, c'est 3 mois après, c'est cher, c'est pas forcément remboursé, etc. Donc il y a tout ce travail-là qui fait qu'en fait, elles sont isolées socialement, mais aussi géographiquement. Et la rupture de certains liens amicaux ou familiaux qui sont quand même très très durs à vivre. Et ensuite, pourquoi investir les réseaux sociaux? Le dernier truc, c'est la politisation du deuil périnatal. Donc en fait, il y a la volonté de réaffirmer un statut, celui de mère en deuil, et de créer du contenu aussi pour accompagner le deuil, mais aussi le faire reconnaître. Faire reconnaître que le deuil périnatal, même si l'enfant n'a pas de personnalité par rapport au vécu, etc., que la figure de l'enfant est un vrai deuil et que le deuil périnatal, c'est quelque chose de lourd, justement, et qui n'est pas assez socialement reconnu. Il s'agit aussi de dénoncer les violences symboliques. Par exemple, le t'es jeune, t'en referas d'autres. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'enquête sociologique elle va pouvoir apporter justement à la question de comment aider ces mères en deuil et comment justement relever les manquements sociaux et institutionnels par rapport à ces mères. Et ben, dans ce cas-là, en fait, comme outil méthodologique, on peut utiliser justement une triple dimension d'analyse qui est proposée par Van Gennep dans son livre Les rites de passage. Donc d'abord la temporalité, la spatialité et le statut. Donc la temporalité, il y a le temps des informations, de l'accompagnement, le soutien, le temps d'arrêt qu'on a déjà évoqué. La spatialité, donc encore une fois, l'accompagnement. Tout le monde n'est pas assez près de certains centres ou certaines institutions pour pouvoir se faire accompagner. Donc l'éloignement géographique, mais aussi social, et aussi les lieux d'expression et de reconnaissance qui ne sont ni dans le travail, ni dans la sphère familiale,
mais qui peuvent justement exister sur les réseaux sociaux et qui sont peut-être investis justement pour cela. Et enfin, le statut, donc le fait que même au niveau des expressions, c'est quand même très lacunaire. On peut utiliser orphelin d'enfant, donc un terme qui est proposé par le GALESP, mais qui n'est pas très populaire et qui n'est pas institutionnalisé. Les paranges, mais pareil, qui fait un gros clivage et qui n'est pas du tout institutionnalisé. Et en fait, ce manque de vocabulaire, ça montre vraiment justement ce manque de reconnaissance institutionnelle et sociale qui me place justement les parents en deuil dans une situation de liminarité et qui est en fait une vraie violence symbolique, que ce soit au niveau des sphères privées, sociales, professionnelles, mais aussi administratives. Et voilà, je crois que c'est... Et voilà, donc ça pose des problématiques et on pourra peut-être en discuter ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Merci, merci Delphine pour la présentation très claire et très inspirante. En fait, j'ai plusieurs questions, mais je m'intéresse beaucoup à la métaux de manière générale. Puis je me demandais, tu sais, entre les 1000 personnes, en fait, déjà, comment tu les as ciblées, là, les 1000 personnes sur les réseaux sociaux, en fait, c'est une première chose. Puis ensuite de ça, tu en as parlé un peu là, de ta méthode boule de neige, mais j'ai quand même des questions sur comment tu as choisi les 25 personnes non deuilleuses, là, Oui. si j'utilise le bon terme. Puis peut-être une dernière question, puis tu l'as peut-être mentionné, mais j'ai l'impression que tu as plus de mères, ou en tout cas de personnes qui s'identifient comme mères dans ton échantillon par rapport à des pères. Fait que nous parler un peu de tout ça. Oui, Merci. bah merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je vais essayer de tout reprendre. Oui, en fait, c'est peut-être je l'ai mal expliqué certainement, mais les 1022, c'est des publications, c'est pas des comptes. Donc, parfois, il y a des publications de la même personne, donc ça, c'est signifié dans le corpus. Et comment je les ai choisis? En fait, comme j'ai dit au début, je voulais faire une extraction automatisée par mots-clés à la méthode d'un machine learning. Et en fait, ça me donnait plein de trucs pas bons comme hashtag RIP mes écouteurs. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire à la main. Et donc, en fait, j'ai commencé par un hashtag RIP qui m'a mené à des publications. J'ai vu quel mot ressortait le plus à la main. Donc, je l'ai remis comme mot-clé et j'ai cherché comme ça, sur toutes les plateformes au fur et à mesure et en reprenant les mêmes mots-clés sur toutes les quatre plateformes, donc Instagram, LinkedIn, Facebook et X, Twitter. Et c'est comme ça en fait que je suis parvenue à un corpus de 1022 publications. Et donc vu que le chiffre n'est pas forcément important parce que c'est pas très représentatif et que je voulais faire plutôt signifier que je faisais du quantifié, je m'étais arrêtée à 1000 publications. Mais en fait les 22, c'est les mamanges qui m'ont contactée, que du coup j'ai ajouté. Enfin certaines mamanges en tout cas. Et donc c'est comme ça que je les ai choisis en fait. C'est à la méthode vraiment d'un machine learning, par affinage justement du discours des mots-clés. Ensuite, les 25 autres personnes, eh ben, il y a un peu de tout. En fait, il y a des personnes justement qui m'ont contacté directement sur les réseaux sociaux ou qui m'ont contacté personnellement en soirée ou autre, parce que justement, ils ont perdu un proche, ils voulaient en parler, et eux, ils conçoivent pas de pouvoir publier ça sur les réseaux sociaux. Donc justement, ils m'ont dit, mais ta thèse est hyper intéressante, etc. Nan, nan. Donc je me suis dit, bon, je vais les prendre. Et en plus de ça, il y a aussi, et ça c'est assez intéressant aussi, il y a des personnes qui m'ont contacté parce que j'ai enquêté des proches à eux. Et en fait, c'est des membres de la famille qui n'ont pas publié pour le défunt où la personne a publié. Et comme ça me permet d'avoir, là j'ai trois familles nucléaires, entre guillemets, qui ont un mort en commun. Certains ont publié et pas publié. Et donc, du coup, ça me permet aussi d'analyser pourquoi certains ont publié, pourquoi d'autres n'ont pas publié. Et donc, les 25, en fait, c'est à peu près tout ça. Plus des personnes qui ont répondu ou qui ont très mal répondu, justement, et qui ont accepté de faire un entretien pour savoir pourquoi ils avaient mal répondu.
personne, pourquoi ils trouvaient pas ça OK, ou pourquoi justement ils trouvaient ça hyper OK. Voilà. Mais je sais que 25, c'est pas énorme, j'aimerais bien en faire plus, mais d'un côté. Oui, oui, donc eux, c'est assez variable en fait. C'est plutôt les deuilleurs qui sont plus spécifiés et eux, c'est vraiment pour donner cette approche de la réception. Mais vu que c'est pas le cœur de ma thèse, c'est plus un plus que vraiment pour bien les creuser. Et pour l'effet boule de neige, donc oui, comme j'ai dit, pardon. Comme j'ai dit, j'ai contacté directement en fait les personnes qui ont publié au travers de mes propres réseaux sociaux pour avoir justement une prise sur le discours qui a été produit et ensuite le discours réflexif sur la pratique. Et juste pour les mères en deuil, ah, c'est la prochaine slide. Voilà. Pour les mères en deuil, en fait, c'était assez particulier parce que justement, il y a cet effet boule de neige. Donc en fait, c'est vraiment parce que j'ai envoyé le message à l'homme sur Facebook qui avait perdu son enfant, qu'on a fait l'entretien à deux, c'est le seul entretien à deux que j'ai fait d'ailleurs, et que après c'est parti en effet entre guillemets boule de neige parce que j'ai pu intégrer la communauté comme ça, vu qu'elles ont publié sur leur story et que vu qu'elles suivent toutes, elles ont pu voir, etc. Et donc ça, c'est pas des personnes que j'ai moi-même sollicitées, c'est vraiment elles qui sont venues me solliciter, et ça c'est assez particulier, incroyable, et je pense que ça veut vraiment dire beaucoup sur les communautés numériques qui se créent sur ce deuil en particulier, parce que c'est vraiment inédit, en tout cas sur le terrain du deuil que j'ai. Je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions. Oui, oui, oui. Alors sur les 1000, en gros, je dois avoir 300 hommes. J'ai très très peu d'hommes parmi les publications. Donc, ce qui s'explique justement du fait que traditionnellement, c'est les femmes qui vont publier. Les femmes ont plus d'outils langagiers, ressorts, etc. pour se présenter en tant que deuilleuse et parler des émotions. Sauf sur une seule plateforme, c'est LinkedIn. Et donc sur LinkedIn, il y a une surreprésentation des hommes. Donc c'est assez fou. Surreprésentation d'hommes qui publient pour des hommes. Et, euh, et du coup, oui, c'est vraiment la seule plateforme où les hommes vont vraiment être prédominants. Et en plus de ça, quand on regarde les personnes pour qui elles publient, en fait, on remarque que tous les relatifs, les proches, les membres de la famille, ça va être des personnes dont les femmes sont originaires de la publication. Donc les femmes publient pour des proches, etc. Dès que ça concerne des amis, des personnes un peu plus éloignées, des parents fictifs ou des collègues de travail, des voisins ou des professeurs, là, ça va être des hommes qui vont publier. Donc ça montre aussi entre guillemets, mais je m'avance peut-être un peu, à quel point justement les hommes et les femmes ont des répartitions de genre genrées très très différents pour faire lien avec ceux qui se trouvent dans une sphère privée et ceux qui sont plutôt sur une sphère publique, etc., quoi. Merci beaucoup. C'est super intéressant. En fait, je ne connaissais pas beaucoup dans ce que tu as tout expliqué. Donc, vraiment, là, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Je ne sais pas si en France, ça se passe comme au Québec, mais au Québec, en fait, ça doit être mondial, les différentes étapes du deuil. Mais au niveau de ce qu'on fait, les actions qu'on pose, je ne sais pas si c'est la même chose en France qu'au Québec. Donc, au Québec, on va avoir la personne qui va être exposée, on va avoir l'enterrement, on va avoir ce genre de trucs-là. Je me demandais si c'était une action qu'on posait de l'écrire, que les mamans l'écrivent sur les réseaux sociaux, qui faisait que ça les aidait à avancer leur deuil en amont du lien là, qui se fait entre ce groupe-là. Si ça les aidait dans leur processus de deuil, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. C'est-tu Ouais. une action de le dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça les a amenés à passer des étapes ou à se sentir mieux dans certaines étapes? Oui, Parce que, tu sais, on le dit à terre entière, là, tu sais, comme si tu es en amour, tu le dis à terre entière, puis c'est tout ça le fun, mais si tu es en deuil, tu sais, c'est aller aussi chercher des gens qui vont t'encourager ou te réconforter en amont des personnes qui ont vécu la même chose, en fait. Mm. C'est clair? Oui, 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 tout à fait. Mais alors, c'est une bonne question qu'on me pose assez souvent, justement, sur même la publication en général. Est-ce que ça aide de publier ou que c'est quoi? Et malheureusement, en fait, ce que je réponds, c'est que, bon, d'autant plus en France, je sais que c'est moins le cas au Canada,
mais en fait, dans nos disciplines, on est très ancré dans nos disciplines. Et donc, justement, moi, je suis sociologue et pas psychologue. Et en fait, j'ai pas les outils et la connaissance pour évaluer si ça va aider dans un processus de deuil ou pas. En fait, j'ai pas de matérialité pour saisir les processus de deuil. J'ai que les outils pour saisir la sociabilisation, la création d'une identité, etc. à partir de ça. Donc, malheureusement, moi, je peux pas répondre. Il y a beaucoup de personnes, mais ça, c'est le discours des enquêtés, donc à savoir s'ils savent mieux ou si justement est-ce que les chercheurs en psycho savent mieux, etc. J'ai pas non plus les réponses. Les personnes disent que ça les aide, donc peut-être, mais certaines personnes que je rencontre lors de conférences, notamment des psychologues, disent que republier le deuil constamment, etc., bah justement, non, c'est pas faire son processus de deuil. Donc je ne saurais pas où est la réponse, mais je pense que justement, c'est pour ça qu'il faut décompartimenter la recherche, donc ça s'adresse surtout à l'Académie française, pour justement explorer de façon pluridisciplinaire et interdisciplinaire ces questions-là auxquelles les sociologues seuls ne peuvent pas répondre. Et donc je suis désolée. Merci beaucoup, c'est super, super intéressant. Je me demandais, est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses sur tu sais, l'aspect dans le modèle de Turner, là, sur les rites de passage, Mm. tu sais, ça se passe avant Internet, là. Mm. Puis il y a un aspect de matérialité, puis d'utilisation du corps Oui. dans la spatialité, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde numérique là, ou dans le vécu de ces personnes-là qui permettent de représenter la matérialité du, de, de l'enfant ou du fœtus, tu sais, éventuellement, qui permet de le rendre réel puis de le manipuler symboliquement? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose aussi au plan du corps de la deuilleuse ou Mm. du deuilleur, pour prendre tes termes, qui apparaît? Est-ce qu'ils font quelque chose avec leur corps et puis avec du matériel? Mm. Merci beaucoup pour cette question parce qu'en plus elle est passionnante et c'est toute la problématique justement qui nous anime avec Gaël Clavandier en ce moment. Et oui, en fait, justement, je trouve ça passionnant parce que vraiment il y a une continuité en fait en ligne, hors ligne sur la matérialité et comment faire matérialité de l'enfant ou pas. Donc en fait ce qui ressort au travers des photographies, parce que je ne l'ai pas dit mais j'ai aussi typologisé les photographies qui accompagnent la publication. Et donc en fait il y a beaucoup pour les enfants en tout cas d'objets qui sont photographiés, qui sont mis en scène et qui sont photographiés et après republiés. Donc on voit vraiment des objets que l'enfant a pu toucher, donc les colliers de naissance ou le bracelet d'hôpital ou le petit lit d'ange, etc. Ou des objets qui auraient dû lui appartenir, des peluches, un lit, etc. Et donc ça, ils vont tous être mis en scène dans la chambre de l'enfant ou dans le salon. Souvent, c'est le salon ou la chambre de l'enfant. Et donc, ils vont être photographiés pour être republiés justement après. Donc, il y a vraiment une perpétuation entre les deux. On a aussi beaucoup, beaucoup de photos donc de cadavres d'enfants, ce qui pose problème parfois, mais quand on interroge les mères, c'est oui, mais en même temps, c'est mon bébé et c'est la seule représentation photographique que j'ai de mon bébé. Donc, tout le monde sert devant un cadavre, mais moi, j'y vois vraiment l'enfant que j'ai mis au monde. Et donc, ça aussi, c'est publié. Et donc, là encore, on voit que ça dépasse en fait juste le fait que bah, c'est quelqu'un de décédé en fait. C'est vraiment justement l'incarnation de l'enfant. Et il y a beaucoup justement de dessins qui sont faits et même de mamans qui proposent de dessiner des représentations de bébés anges, etc. Pour publier ensuite après sur les réseaux sociaux ou pour faire des tableaux par rapport à ça. On a beaucoup, beaucoup de photos aussi de tombes d'enfants. Et ça aussi, c'est intéressant parce que l'entretien en fait de la tombe, les mères vont dire oui, j'ai beaucoup de reproches parce que je publie des photos du cimetière, de la tombe, etc. Mais en fait, ce qu'elles comprennent pas, c'est que moi, c'est ma matérialité et mon faire mère. En fait, au lieu de m'occuper d'un enfant vivant, eh ben, je nettoie sa tombe, j'y vais tous les jours, je raconte des histoires sur la tombe, je change les fleurs, et c'est ma façon en fait d'être mère d'un bébé ange en fait. Et donc ça aussi, c'est hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose la praxis en fait d'être mère sans avoir une matérialité d'enfant vivant. Donc je trouve ça passionnant. Et aussi sur les liens continus, les signes. C'est en fait dans le deuil périnatal et sur Instagram. Donc c'est peut-être parce que Instagram c'est principalement féminin, je sais pas. Mais il y a beaucoup, en tout cas sur mon corpus c'est principalement féminin. Et il y a beaucoup beaucoup de photos justement d'arc-en-ciel, de
coccinelles, de petits reflets de lumière, etc., qui vont être interprétés comme un signe de la part de l'enfant. Et en fait, le truc de signe, en tout cas sur mon corpus, je le vois principalement autour du deuil périnatal. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant et c'est comment faire matérialité et donner justement une agentivité aux morts à travers quelqu'un qui n'est pas plus là matériellement, quoi. Oui, où il y a très peu de traces matérielles aussi. Ouais, c'est ça. Par contre, oui, c'est vrai, pour la question du corps de la mère, parce que là, c'est surtout des mères, j'ai très très peu. Il y a très très peu de photographies, peut-être elle enceinte, et encore, elle le réactualise pas trop à la mort de l'enfant. Il y a très très peu de photos d'elles, de leur corps qui parlent justement de l'enfant décédé. Et à la rigueur, il y a des photos de leurs larmes pour montrer l'émotion, donc leur visage en pleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de mise en récit corporel d'elles-mêmes, quoi. Il y a juste deux contes qui ont fait un dessin par rapport au placenta, mais c'est encore autre chose. Merci. Ben, je voudrais remercier le professeur Cherblanc qui nous a donné l'opportunité de rencontrer Delphine et d'en apprendre plus. Je suis sûre que je ne suis pas la seule aujourd'hui qui en a appris plus, hein. Je vois des têtes qui font oui. Je voudrais te remercier énormément. Tu en reviendras. Parce que là, je vois, tu sais, là, ça fait 2 ans que tu fais de la recherche là-dessus? 3 ans, ouais. 3 ans? Bientôt 2 ans et demi. 2 ans et OK. demi. Ben, je ne sais pas à quel niveau tu te situes, mais si tu reviens, reprenez contact avec nous. Moi, je trouverais ça intéressant, en tout cas, à mon cas, à moi, de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est, puis à la fin, qu'est-ce que ça l'a donné. En tout cas, on va voir l'évolution. Merci infiniment. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, ça va. En fait, je l'ai déjà présenté en France et ça va donner lieu à un article qui sera publié le mois prochain, je crois. Donc, donc ce sera accessible aussi en ligne, logiquement, si vous voulez. Merci.